Bon ben bonjour. Alors Raymond m'a demandé de vous parler de quelque chose qui n'était absolument pas dans les programmes du secondaire depuis toujours. Je crois que c'est la première fois que dans le secondaire français ce mot arrive. C'est le mot isostasie. Donc pour la première fois depuis le Big Bang, les professeurs vont devoir parler d'isostasie en classe terminale. Et j'en connais beaucoup qui ont eu très peur en disant quoi, l'isostasie, parce qu'ils ont des mauvais souvenirs qu'ils l'ont fait en fac. Et je vais essayer de vous montrer que l'isostasie, c'est très facile et que ça existe à la louche depuis 2500 ans. Donc, je vais vous parler d'isostasie et de gravimétrie. J'ai appelé ça deux vieilles clés pour comprendre le fonctionnement de la Terre, qui sont vieilles, mais totalement indispensables. Je ne comprends pas comment vous pouviez travailler dans une chaîne de montagnes dans les Alpes sans faire d'isostasie avant. Je vais prendre un peu la démarche historique qui est dans le programme de première, bien qu'elle ne soit pas dans le programme de terminale. On fera un peu de l'histoire. On finira par une application, quelques applications aux Alpes, puisque nous sommes dans les Alpes ici. Alors le premier personnage de cette histoire, c'est Archimède. Archimède, comme chacun sait, était un Grec qui vivait où? À Syracuse, donc en Sicile. Il a vécu là, et donc il est bien connu, par exemple, il est mort lors des guerres entre les Romains et les Siciliens. Le général avait dit « Ne tuez surtout pas Archimède, c'est un grand savant, on en aura besoin ». Mais les militaires, un peu bêtes, ont quand même tué Archimède. Et Archimède, dans sa vie, avait fait des tas de choses, en particulier développé ce qu'on appelle le principe d'Archimède. La légende raconte que c'est une histoire de baignoire, qu'il est sorti tout nu dans la rue en criant « Eureka, j'ai trouvé !» Enfin, tout ce qu'il a dit, c'est que tout corps plongé dans un fluide, premièrement, ressort mouillé, mais deuxièmement, reçoit de la part de ce fluide une poussée de bas en haut égale au poids du fluide déplacé. C'est-à-dire que si vous prenez un litre, bouteille vide, d'un litre vide, ça pèse combien? Une bouteille vide d'un litre, ça pèse le poids du verre, ça pèse 100 grammes. Si vous l'enfoncez dans l'eau, ça déplace un litre d'eau, qui pèse 1 kilo. Donc cette bouteille de vide reçoit de la part de l'eau une poussée verticale de bas en haut égale au poids de l'eau déplacée, c'est-à-dire 1 kilo, c'est-à-dire à peu près 10 newtons. Et la bouteille remonte, et c'est pour ça que les choses flottent. Ce principe d'Archimède, cette belle phrase, tout corps, etc., explique pourquoi et de combien flotte un corps, par exemple un iceberg sur la mer. Imaginez un liquide de masse volumique ρ0. Alors normalement, les masses volumiques, l'unité du système international, c'est les kilos par mètre cube. C'est long à écrire kilos par mètre cube. Alors souvent, on prend la densité. La densité n'a pas de dimension, il n'y a pas d'unité, puisque c'est simplement le rapport du poids du corps sur le poids du même volume d'eau. Et les chiffres, donc c'est un rapport, il n'y a pas d'unité, et les chiffres sont dans l'unité usuelle, on dit l'eau, c'est une densité de 1, tout le monde, on apprenait ça à l'école primaire, la masse volumique c'est 1000. Donc 1, c'est plus facile à écrire que 1000 kilos par mètre cube. Donc je parais assez souvent en densité, pour des raisons d'économie, mais il faut savoir que c'est un peu maladroit, mais c'est économique. Là, je parle de masse volumique ρ0, un corps de masse volumique ρ1 qui a une épaisseur h. Alors pour simplifier, très souvent, je vais supposer que, je parlerai de la hauteur, mais je supposerai que la largeur et la profondeur, la troisième dimension, sont de longueur unité. Donc par exemple ça ferait 1 mètre, ça ferait 1 mètre dans l'autre dimension, et la hauteur h. Cette hauteur h se répartit évidemment en x qui dépasse, et en h moins x qui ne dépasse pas, qui est dans l'eau en l'occurrence, enfin dans le liquide. Alors le poids de l'objet, c'est la force vers le bas, poids, P, c'est la masse de l'objet, M, et G, l'accélération de la pesanteur, P égale mg. De mon temps, on apprend ça en secondes, je ne sais pas quand est-ce qu'on apprend ça maintenant. Donc la masse, c'est ρ1 v g, v étant le volume, g la gravité, et comme je suppose que la largeur et la profondeur, c'est l'unité, c'est ρ1 h g. Donc ça, c'est le poids. La poussée d'Archimède qui va vers le haut, c'est ρ0 h moins x g. Je néglige évidemment le 1 ici et le 1 par là. Et le corps, il va flotter. Il y aura équilibre si le poids est égal à la poussée d'Archimède. Vous écrivez le poids ρ1 hg égale à la poussée d'Archimède
qui est ρ0 h-xg. C'est une équation à une inconnue. Vous en arrivez que x, ce qui dépasse, c'est h, ρ0 moins ρ1 sur ρ0. La hauteur d'un iceberg qui dépasse, c'est la hauteur de l'iceberg, la différence des masses volumiques, ρ0 moins ρ1, divisée par la masse du liquide. Alors, qu'est-ce que ça signifie, cette formule qu'on vient de faire, x égale h, ρ0 moins ρ1 sur ρ0? Ça veut dire qu'un iceberg dont la masse volumique de la glace, là je suis encore en masse volumique, c'est 900 kg par mètre cube, l'eau c'est 1000 kg par mètre cube, un iceberg dépasse de 1000 moins 900 sur 1000 fois h, 1000 moins 900 ça fait 100, 100 sur 1000 ça fait un dixième. Donc un iceberg dépasse de 1/10 de sa hauteur. On parle toujours de la hauteur de l'iceberg, mais il y a la partie immergée de l'iceberg, la face cachée de l'iceberg. Donc un iceberg dépasse de 10% de son épaisseur. Si je prends un bloc de polystyrène expansé, qui a une masse volumique de 50 kg par mètre cube, c'est beaucoup plus léger que de la glace, eh bien le bloc de polystyrène expansé, H, de l'auteur H, va dépasser de H 1000 moins 50 sur 1000. 1000 moins 50, ça fait 950, 950 sur 1000, ça fait 95%. Un bloc de polystyrène dépasse de 95% de son épaisseur, alors qu'un bloc de glace dépasse que de 10% de son épaisseur. Donc en mesurant ce qui dépasse, si on connaît les masses volumiques du corps et du liquide, on peut calculer ce qui est immergé. Alors tout ça, c'était vraiment de la physique de seconde et des maths de cinquième de mon temps. Donc ces belles images, avec la hauteur de la partie émergée, on peut connaître la hauteur totale. Et par exemple, si vous voyez ici, vous voyez quelque chose qui dépasse de 10 mètres à peu près. Vous avez les manchots qui vous donnent l'échelle. Hein. Ça dépasse d'à peu près 10 mètres. Donc c'est un iceberg qui fait à peu près 100 mètres d'épaisseur. Ça dépasse d'à peu près 1 mètre. Et c'est une banquise qui ne doit faire qu'une petite dizaine de mètres d'épaisseur. Ça, premier personnage clé, Archimède, plus de 2300 ans. Deuxième personnage clé, un grand Auvergnat, Blaise Pascal. Alors j'ai ressorti un vieux billet de francs. Le billet de 500 francs, c'était Blaise Pascal. Alors il y a plein de choses si on regarde ce billet. Je ne sais pas si vous savez tout ce que c'est que ça. Par exemple, ça, qu'est-ce que c'est? Cette église qui est là. C'est la cathédrale de Clermont-Ferrand, avant que Viollet-le-Duc ne rajoute ses 2 tours. Derrière, il y a une montagne, c'est le Puy-de-Dôme, avant qu'on mette le relais de télévision. Et ça, c'est la tour Saint-Jacques à Paris, qui est au Châtelet. Alors pourquoi? Parce que Blaise Pascal a fait des expériences sur la pression atmosphérique, en mesurant avec un baromètre qui avait été inventé avant par Torricelli, la hauteur, il n'avait aucune idée de la valeur dont la pression atmosphérique variait avec l'altitude. Donc il a fait mesurer par son beau-frère, qui habitait encore à Clermont, lui était déjà à Paris, la variation de pression atmosphérique de en bas et en haut du Puy-de-Dôme. Il a vu que c'était important, il a dit si on voit tout ça au Puy-de-Dôme, je devrais pouvoir faire la même chose à Paris. Il a fait les mêmes mesures à Paris, entre le haut et le bas de la tour Saint-Jacques. Donc vous voyez, c'est de la science vieille. Alors Blaise Pascal a fait un théorème qu'il appelait à l'époque le théorème sur l'équilibre des liqueurs, et qu'on peut appeler maintenant le principe de l'hydrostatique. Là encore, de mon temps, c'était en classe de physique, en classe de seconde. Alors Pascal a entre autres défini ce que c'est que la pression. La pression, c'est le rapport entre une force et la surface sur laquelle s'applique cette force. Maintenant, l'unité internationale de mesure de pression, c'est le Pascal. Et qu'est-ce que c'est qu'un Pascal? C'est une force de 1 Newton qui s'applique sur 1 mètre carré. Alors, si je prends une colonne de liquide et que je veux calculer la pression qui s'applique à la base de la colonne de liquide, le poids de la colonne de liquide, la force, le poids c'est une force, c'est la hauteur, c'est le volume en fait, la hauteur par la largeur par l'épaisseur, ρ, g. Alors, xy c'est S, donc le poids de la colonne de liquide c'est H, S c'est la surface, ρ, g. Donc la pression à la base de la colonne liquide, c'est le poids H, S, ρ, g, divisé par la surface, S. Donc la pression ne dépend pas de la surface. Pression, c'est H, ρ, g. Ou on dit souvent ρ, g, H. La pression à la base d'une colonne de liquide, c'est ρ, g, H. Application numérique, si par exemple vous faites de la plongée sous-marine et que vous avez 1 km de profondeur, 1000 mètres d'eau donc, ρ, la masse volumique de l'eau, c'est ça. G sur Terre, c'est à peu près 10 mètres par seconde carré. Eh bien, 1 km d'eau applique une pression de 1000 fois 1000, 10 Cg, ça fait 10 puissance 7 Pascal. Alors,
On ne se rend pas bien compte ce que c'est que les 10 puissance 7 pascal, parce que 10 puissance 7, ça fait un peu le salaire de Madame de Bettencourt. Oh là là, ça fait beaucoup. Ça fait 0,1 kilobar. Ça fait 100 atmosphères. Une atmosphère, c'est 1000 hectopascales. C'est toujours pareil. Une atmosphère, c'est ce qu'on respire. Donc, à 1000 mètres d'eau, il y a une pression de 100 atmosphères. Si on prend des roches ordinaires, dont la densité à la louche, c'est 3000 kg par mètre cube, 1 km de roche, 1000 mètres, avec une densité de 3000 kg par mètre cube, ça applique une pression de 10 puissance 7 pascal, c'est-à-dire 0,3 kbar, c'est-à-dire 300 atmosphères. Si vous faites un tunnel sous-alpin, et que vous avez 1000 mètres de roche au-dessus de vous, eh ben, la pression qui applique sur les parois du tunnel, et si vous faites du génie civil et tout ça, vous serez évidemment obligé d'en tenir compte, la pression sera très forte, 300 atmosphères. Alors si c'est les roches, c'est pas trop grave, mais imaginez que vous ayez des sources et que vous avez des fissures pleines d'eau et que l'eau arrive jusqu'à la surface, donc l'eau a une densité importante, vous aurez quand même, si vous faites vos tunnels, vous débouchez sur de l'eau, elle sera forcément sous pression, et ça peut faire des accidents terribles parce que vous débouchez et vous avez de l'eau qui va agir, par exemple à 100 atmosphères de pression, ça va vous balayer tous vos tunneliers et tous vos ouvriers. Les grandes catastrophes dans les tunnels, c'est quand on arrive sur des poches d'eau qui sont forcément sous pression, tout simplement à cause du poids qu'il y a dessus. Et donc quand ils ont fait le tunnel du Mont Blanc, ils étaient sous 3000 mètres de roche, vous imaginez la pression, et justement à un moment ils sont arrivés dans une poche d'eau, et ça fait je crois 7 ou 8 morts, parce qu'elle est jaillie avec une pression extraordinaire. Alors, Pascal a démontré deux autres choses, que cette relation P égale ρ GH est vraie quelle que soit la forme entre guillemets du récipient. Là j'avais une colonne rectangulaire, mais si j'ai des récipients de forme variable, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la hauteur. Même si votre récipient est incliné, c'est la hauteur verticale. Et Pascal a également montré que dans un fluide à l'équilibre, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas, il ne faut pas qu'il y ait de courant, choses comme ça, mais quand l'équilibre est atteint, la pression est la même, évidemment, sur une même horizontale, puisque ça dépend que de ρ, qui est le même pour le liquide, G, qui est le même partout, et H, qui est la hauteur. Et tout ça n'est que la formulation d'un très vieux principe, qui est le principe des vases communicants. La pression est la même partout, donc la hauteur sera la même, et quelle que soit la forme du vase, tous les niveaux de hauteur seront la même. Alors, ce qu'a dit Blaise Pascal, ça permet de retrouver ce qu'avait dit Archimède. C'est en fait deux versions séparées par 2000 ans, mais de la même chose. Archimède permettait de calculer la hauteur en écrivant que le poids est égal à la poussée d'Archimède. Blaise Pascal nous dit que la pression ici, P1, doit être égale à la pression ici, P2. Sur une même horizontale, à l'équilibre, la pression est la même. Donc vous écrivez que P1 égale P2. P1, c'est H, la hauteur, fois la masse volumique. G étant le même partout, je le néglige. Donc vous écrivez que H fois 900 est égal à H moins X fois 1000. Et vous trouvez que X, la hauteur de l'iceberg, dépasse du dixième de la hauteur. Donc en appliquant les formules de Blaise Pascal, vous retrouvez ce qu'avait trouvé Archimède. C'est vraiment deux façons de dire la même chose, séparées par 2000 ans. Si vous prenez le bloc de polystyrène, vous faites la même chose. P3 égale P4. Et vous trouvez que H fois 50 égale H moins X fois 1000. Et vous trouvez que X égale H 950 sur 1000. Un bloc de polystyrène dépasse de 95% de sa hauteur. En mesurant ce qui dépasse, si on connaît les masses volumiques, on peut calculer ce qui est émergé. Et suivant votre humeur, vous prenez les Grecs ou vous prenez les Auvergnats. Troisième personnage clé, Isaac Newton, qui était anglais. Isaac Newton a fait peut-être, c'est le premier physicien théoricien vrai, le premier physicien de l'époque moderne, expérimentateur vrai étant Galilée. Galilée, c'était l'expérimentateur, il a fait un peu de théorie. Newton a fait un peu de physique expérimentale, mais c'était surtout un théoricien. Et Isaac Newton a formalisé la force gravitationnelle et le champ de pesanteur. Il a fait tout ça dans un grand livre qui s'appelle Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. À l'époque, la langue scientifique internationale, c'était le latin. Alors, qu'est-ce qu'il dit Newton? Il dit que la force créée entre elles par deux masses, grand M et grand M', séparées d'une distance petit d, est égale à F, la force, G, qui est une constante, M' sur D2. L'attraction de deux masses varie comme l'inverse du carré des distances.
Donc le champ de pesanteur, ça c'est la force. Et Newton a également dit que le champ de pesanteur, petit g, créé par une masse ponctuelle, ou sphérique, qui a une masse grand M, donc toute la masse a un point, ce qui n'est pas très raisonnable, ou simplement une sphère. Si vous êtes à la distance, à l'extérieur de la sphère, à une distance petit d, le champ de pesanteur, champ de gravité, petit g, c'est égal à grand G, qui est une constante, M, la masse de votre point ou de votre sphère, sur d carré. Alors G, c'est une constante qui, dans le système international, a la valeur de 6,67 10-11 mètres cubes, kilo-1 seconde-2. Alors ce même Newton a également calculé que la surface de la Terre, si elle était liquide, à l'époque on pensait bien que la Terre était liquide à l'intérieur et que la pellicule était toute mince, et bien là, comme la Terre tournait sur elle-même, on a à peu près 24 heures, 23 heures, 57 minutes et je ne sais plus combien de secondes, la surface d'un liquide qui tourne sur lui-même devait avoir en bonne approximation la forme d'un ellipsoïde aplati au pôle. Donc renflé à l'équateur, à cause de la force centrifuge, c'est renflé à l'équateur et aplati au pôle. Newton et puis certains de ses copains, Clairaut en particulier, ont pu calculer l'aplatissement théorique que devait avoir une sphère de liquide d'à peu près 12 000 km de diamètre et tournant sur elle-même en à peu près 24 heures. Alors, cette surface, comme je l'ai dit avant, a à peu près la forme d'un ellipsoïde de révolution. Alors maintenant, on appelle cette surface le géoïde. Et quand vous parlerez de gravimétrie à des enseignants qui viendront, il y a une erreur que font 95% des profs de lycée, ceux qui ont à parler de géoïde, c'est-à-dire en gros les profs de classe préparatoire, que font peut-être pas 15, mais 90% des universitaires, que font 85% des livres. Ils disent le géoïde, c'est une surface où la pesanteur est la même partout. Eh bien, c'est pas ça du tout. Le géoïde, c'est la surface, l'ellipsoïde, qui a une forme de liquide quand il tourne. La surface de la mer est une bonne approximation de ce géoïde, puisque la mer est liquide, elle tourne, la Terre tourne, donc le champ de pesanteur varie à la surface de la mer. Et c'est très simple à comprendre. Si la Terre est aplatie au pôle Nord, on est plus près du centre de la Terre qu'à l'équateur. On est sur la même surface de la mer, mais on est plus près du centre de la Terre. Et au pôle, la gravité est plus forte qu'à l'équateur. Je vais vous raconter deux anecdotes qui sont tout à fait vraies. Une anecdote tout à fait sérieuse. Pour mesurer, on est donc au siècle de Louis XIV à peu près, pour mesurer la longitude d'une île qu'on trouve, il n'y avait pas de GPS et tout ça, ce qu'il faut, c'est avoir l'heure exacte pour comparer l'heure locale de l'île qu'on vient de découvrir par rapport à l'heure d'un méridien de référence, qui est le méridien de Paris pour les Français, de Greenwich pour les Anglais. Donc il faut partir avec un bateau et garder en mémoire l'heure de Paris. Donc il faut avoir des horloges qui ne dérivent pas, malgré les tempêtes et tout ça. Et jusque vers Louis XIV, les horloges les plus précises, c'était comme les horloges franc-comtoises, c'était des horloges avec des balanciers. Et M. Richet s'est aperçu que les horloges prenaient systématiquement du retard quand on allait des hautes latitudes vers les basses latitudes. Tout simplement, il avait mesuré ça bien facile sur le trajet, je sais pas, le Saint-Nazaire, la Guyane française, parce que quand on est en Guyane, on va vers l'équateur, on s'éloigne du centre de la Terre, la gravité diminue, donc les pendules battent plus lentement. Donc on sait depuis Louis XIV qu'à la surface de la mer, qu'on peut appeler le géoïde, la gravité varie. Mais c'est pas encore rentré dans les mœurs de 95% des gens qui en parlent. Alors autre anecdote amusante, je suis assez corpulent, assez lourd, et pendant longtemps j'étais légèrement en dessous des 100 kilos. Je mesurais moins d'un quintal. Et la première fois que je me suis surpris à dépasser le quintal, j'étais complètement à poil, donc je ne pouvais pas cuisiner mes vêtements, mes chaussures. Je sortais d'une douche en Islande pour aller me baigner dans une source chaude. Et j'ai vu une balance qui permettait, et j'ai dépassé le quintal, un quintal 0 et quelques. Alors ça m'a d'abord fait un choc, puis j'ai dit non. Mais on est en Islande, on est beaucoup plus près du centre de la Terre, puisqu'on est près du pôle Nord, c'est pour ça que je pèse plus lourd. En fait non, c'est parce que j'avais grossi. Donc le géoïde, c'est une surface, la surface en gros de la mer, hein, j'ai mis... Le champ de gravité varie, il est plus fort au pôle, car on est plus près du centre de la Terre. Alors je ne vais pas définir, mais ce qu'on appelle le potentiel de gravité, il est constant. Le potentiel de gravité, c'est l'intégrale du champ. Alors,
C'est absolument pas au niveau des lycées, ni même trop du mien, mais il faut savoir que le géoïde, c'est un potentiel constant et non pas un champ constant. Alors cette surface, le géoïde, est épousée par le niveau de la mer, si vous enlevez l'effet des vagues, des marées et du vent, évidemment. Elle définit l'horizontale. La verticale, en tout point, est perpendiculaire au géoïde. Et cette surface, maintenant, sert de référence à toutes les études gravimétriques. Et maintenant, ce géoïde est déterminé par satellite. Au niveau de la mer, vous avez les satellites qui passent, ils envoient un faisceau radar vers le bas, c'est réfléchi par la mer, ils mesurent le temps aller-retour du faisceau radar, et si on connaît très bien l'orbite du satellite, on mesure la hauteur, ce qui permet de connaître exactement la forme du géoïde. Ça, c'est pas au programme, parce que le géoïde, en gros, c'est un ellipsoïde de révolution, mais par rapport à l'ellipsoïde, il varie d'à peu près de plus ou moins 100 mètres. Mais ça, c'est absolument pas au programme des lycées, on va garder ça pour les classes préparatoires. Alors là, il s'est posé un gros problème, parce que Newton était anglais, et disait, la Terre est aplatie au pôle, renflée à l'équateur. Avant, il y avait Descartes, qui était français. Enfin, les Français revendiquent Descartes, bien que Descartes était français, mais un peu libre penseur. Il avait des problèmes avec la censure religieuse, il était prudemment exilé aux Pays-Bas, pour être à l'abri des foudres de l'Église. Mais enfin, maintenant, on le revendique comme français, bien qu'on l'ait mis dehors. Enfin, qu'il soit mis dehors tout seul. Et Descartes, il a fait une théorie qui a son intérêt, sur l'origine de la Terre, et d'après Descartes, Descartes était bien avant Newton, enfin au moins 50 ans avant Newton, pour lui la Terre devait être allongée au pôle. Donc un grand Français disait la Terre est allongée au pôle. Un grand Anglais dit la Terre est aplatie au pôle. Et on est au milieu du règne de Louis XV, on fait que se battre avec les Anglais qui nous prennent nos colonies les unes après les autres. Donc ce problème scientifique devient un problème politique et vice-versa réciproquement. La Terre est-elle allongée au pôle ou est-elle raplatie au pôle? Eh bien, Louis XV a décidé que cette incertitude ne pouvait pas durer. Il fallait savoir si oui ou non la Terre était allongée au pôle ou aplatie au pôle. Ça, c'est Louis XV ici. Il a dit, on va envoyer 2 expéditions pour mesurer la longueur d'un degré d'arc. Si la Terre est sphérique, un degré d'arc, ça a toujours la même longueur. Si la Terre est aplatie, eh bien, un degré d'arc, c'est plus grand quand il est plus petit quand c'est le petit bout et plus grand quand c'est le grand bout. Donc, si Newton a raison, eh bien, ou que Newton ou Descartes ait raison, la longueur d'un degré d'arc ne sera pas la même si on va en Laponie, près du pôle, et si on va en Équateur. Et dans un cas, l'un sera plus long, dans l'autre, l'un sera plus court. Donc, il a envoyé 2 expéditions, une en Laponie. Ils sont partis 2 ans, ils ont mesuré leur degré d'arc, il n'y a pas eu trop de problèmes, c'était l'Europe. Mais il a envoyé une autre expédition, ce qu'on appelait à l'époque le Pérou, qui correspond maintenant à l'Équateur, où là, les gens sont partis, ils sont restés 15 ans là-bas. Il y a eu des guerres entre la France, l'Espagne, l'Angleterre. Ça a été terrible. Enfin, toujours est-il qu'ils ont mesuré la longueur d'un degré d'arc. Et dans cette expédition, alors il n'y avait pas que des astronomes et des géomètres, il y avait également des botanistes, dont le célèbre Jussieu, il y avait plein de gens. Et dans cette expédition, il y avait un certain monsieur, Pierre Bouguer, qui lui est parti de 1735 à 1745. Lui, il n'est parti que 10 ans. 15 ans, c'est le record parti. Alors, inutile de vous dire que celui qui est parti 15 ans, tout le monde le croyait mort. Quand il est revenu, sa femme était remariée. Le divorce n'existait pas à l'époque. Qu'est-ce qu'on faisait quand on retrouvait sa femme remariée, mais qu'on n'était pas mort? Il y a eu des procès, parce que quand c'est une histoire d'amour, ça s'arrange, mais après, il y a tous les biens. Donc ça, c'est beaucoup plus difficile à arranger. Donc, je vous raconte pas tout. Toujours est-il que Pierre Bouguer est parti. Alors voilà Pierre Bouguer, qui est donc parti, donc sous le règne de Louis XV, faire de la triangulation pour mesurer la longueur d'un degré d'arc. Grosso modo, vous aviez l'étoile polaire qui était là, qui était à une certaine hauteur. De combien il fallait avancer vers le nord, en kilomètres, pour que la hauteur de l'étoile polaire augmente d'1 degré. Et il fallait mesurer ça, comme on ne savait pas trop si cet aplatissement ou cet allongement au pôle, c'était de 500 mètres, 10 km, 50 km, on n'avait pas trop. Il fallait vraiment faire les mesures les plus précises possibles. Et c'était terrible. Alors là, vous avez ces géomètres, des gravures d'époque, qui sont en train de mesurer la hauteur d'une montagne. Mais vous voyez des gens qui montent sur une montagne, parce qu'il fallait qu'ils posent au sommet de la montagne des mires. Maintenant, on voit ça, les gens qui font de la triangulation sur le bord des routes. Et cette montagne, c'est un volcan, donc vous voyez, ça fume, là, c'est dangereux, vous imaginez. Et on est en 1750. Alors tout ça, là, on est à 4000 mètres d'altitude sur l'altiplano, en plus on souffle, enfin, vous imaginez. Et voici le compte-rendu de journal de bord. Le chef de l'expédition, c'était la Condamine. Et quand on va en Équateur, on voit un endroit où il y a des statues de tous ces gens-là. Alors, Bouguer était un homme
extrêmement consciencieux. Il avait besoin, pour faire sa triangulation, de la verticale. Parce qu'il allait faire des visées. Alors on peut avoir la verticale ou l'horizontale, mais ça, c'est pas un problème, c'est perpendiculaire. Et la verticale, c'est plus facile à mesurer que l'horizontale. L'horizontale, il faut des niveaux, etc. La verticale, c'est le fil à plomb. Alors Bouguer dit, si Newton a raison, et que la Terre est aplatie au pôle, il a raison pour tout. Donc les masses s'attirent. Donc une grosse montagne comme la cordillère des Andes vont peut-être bien attirer mon fil à plomb. Alors si Newton a tort, le fil à plomb, il est toujours vertical. Mais si Newton a raison, plus je m'approche de la montagne, plus mon fil à plomb va être dévié, parce que attiré par la montagne. Et moi, quand je vais mesurer ma verticale, il faut que je sache si ma verticale est toujours verticale. Donc, avant de faire toutes ces mesures, il a vérifié pour savoir, parce que si ça variait comme ça, il fallait qu'il prenne la verticale avec d'autres méthodes, des méthodes astronomiques, et c'est beaucoup plus difficile d'avoir la verticale avec des méthodes astronomiques qu'avec un bête fil à plomb. Donc, il a vérifié si oui ou non, le fil à plomb n'était pas dévié ou était dévié par les Andes. Eh bien, il a constaté que les Andes ne déviaient pas le fil à plomb. Ça l'a complètement perturbé, parce qu'il pensait que Newton avait raison, et là, ben non. Alors, les Andes ne dévient pas le fil à plomb, comme si les montagnes n'avaient pas de masse, ce qui est de la folie. Ben alors, ça simplifiait ses mesures, par contre. Alors, il n'a pas trop réfléchi à plus que ça. Il a dit, les Andes ne dévient pas le pendule, donc ma verticale est toujours la verticale, j'oublie ça. Mais quand on a compris, 150 ans plus tard, le pourquoi de la chose, eh bien, en l'honneur de M. Bouguer, on a appelé ce phénomène, enfin l'anomalie qu'un ce qu'on appelle l'anomalie de Bouguer, qui est une des conséquences physiques de ce qu'avait observé sans comprendre M. Bouguer. Alors, 5e personnage historique, là tout le monde connaît son nom, George Everest, qui a quasiment redécouvert un siècle plus tard ce qu'avait trouvé Bouguer. Là, il était un Anglais, on était sous le règne de la reine Victoria, et les Anglais mesuraient la taille de leur possession. Donc ils faisaient de l'arpentage, en l'occurrence des Indes, et pareil, quand on fait de l'arpentage, il faut faire de la triangulation, et pour avoir des machins exacts, pour bien savoir où était la frontière avec tel ou tel État, d'abord entre les Maharajas, puis avec les États voisins, en particulier il y avait un problème très sérieux avec les Russes qui arrivaient par l'Afghanistan, les Anglais, tout ça, bon, ben, il y avait des tas de choses. On refait de l'arpentage, et Everest, qui savait peut-être même pas que Bouguer avait fait ses travaux il y a un siècle, on dit, il faut quand même que je vérifie que ma verticale est verticale. Et Everest, pareil, reconstate que l'Himalaya ne dévie pas le fil à plomb. Alors, c'est pas qu'il ne dévie pas, parce qu'il dévie un peu, on mesurait ça plus précisément, mais le dévie beaucoup moins qu'il ne devrait. À l'époque, on est beaucoup plus tard, on connaît la constante de gravitation universelle, qui a été mesurée en 1798, par Cavendish. Bouguer ne connaissait pas. Donc, Everest savait de combien l'Himalaya devait dévier le pendule. Puis on savait que Newton avait raison au milieu du 19e siècle. Il n'y avait plus de problème. Et il constate que l'Everest dévie le pendule, mais beaucoup moins que prévu. Voilà. Ça, c'est quand même un mystère. Alors, on est au milieu du 19e siècle. Et là, on a assez de répondants scientifiques, parce que, comme ça, et comme je dis, le fruit est mûr, allusion à Newton et sa pomme, et on peut commencer à étudier sérieusement la gravité à la surface de la Terre. Le but, c'était pas tellement d'étudier la gravité, au départ, c'était, grosso modo, des problèmes baissement matériels. Il fallait que les horloges ne prennent pas d'avance ou de retard, il fallait mesurer des latitudes et longitudes, il fallait faire de la triangulation pour prendre possession de tel ou tel machin. Et puis, accessoirement, ça pouvait servir de mesurer la gravité, mais c'est rare que les États donnent beaucoup d'argent pour la science pure, hein. C'est un peu quand même toujours la science appliquée. Alors donc, j'ai mis au milieu du 19e siècle, on connaît la masse volumique de la Terre, 5520 kg par mètre carré, cube. Alors comme les roches superficielles sont moins denses, entre 2500 et 3000 kg par mètre cube, on en déduit donc qu'il y a quelque chose de peu dense à la surface, posé sur un intérieur plus dense. Alors là, j'ouvre une parenthèse pour montrer que donc beaucoup de gens présentent ça en disant, regardez, c'est la nécessité, comme ça on est sûr qu'il y a un noyau de fer à l'intérieur. Puisqu'à la surface, les roches sont peu denses, il faut mettre au milieu quelque chose de très dense. Ça ne peut pas être des roches très denses, ça n'existe pas les roches très denses, donc c'est du métal, du fer. Le raisonnement était tout à fait juste au milieu du 19e siècle, mais il est complètement faux. Bien que le résultat soit juste, c'est vrai qu'il y a un noyau. Pourquoi est-ce que le raisonnement est faux? C'est qu'au 19e siècle, on pensait que les solides étaient incompressibles. Donc vous prenez un caillou, au hasard une péridotite, vous la comprimez, elle ne change pas de volume, donc elle ne change pas de densité. Maintenant, on sait que les solides sont compressibles. Et que si vous comprimez suffisamment de
le péridotite, les minéraux changent, l'olivine devient par exemple perovskite, et que c'est beaucoup plus dense. Et qu'on pourrait très bien, en prenant des roches de chimie de surface, en la comprenant suffisamment assez, peut-être qu'on pourrait prendre un granit et lui donner une densité de 10. À l'époque, on ne le savait pas. Alors c'est vrai qu'il y a un noyau de fer, mais c'est le fait de dire la Terre est dense, ça veut dire quelque chose de dense au milieu, ça c'est sûr. Mais ça ne veut pas forcément dire métal. Ça pourrait être des cailloux très comprimés. Alors maintenant, on sait que ça ne suffit pas parce qu'on fait des expériences. Si on comprime des roches de surface à la pression qui règne au centre de la Terre, on en arrive à leur donner une densité de 6, c'est-à-dire qu'on double quasiment la densité. Mais ça ne suffit pas pour que la Terre ait sa densité de 5,5. Il faut que ce qu'il y a au centre de la Terre n'ait pas une densité de 6, mais de 12 à peu près. Mais à l'époque, avant qu'on fasse des mesures, on ne savait pas. Donc vous voyez, un raisonnement, j'ai entendu des millions de profs d'université dire il y a forcément un noyau de fer parce qu'il faut un corps dense, c'est un raisonnement faux. Mais à l'époque, c'était parfaitement légitime. Hein. Donc on sait des choses. L'expansion coloniale fait qu'on commence à mesurer la gravité un peu partout, sur Terre et sur mer. Alors sur mer, c'est pas tellement pour mesurer la gravité, mais au milieu du siècle, on commence à poser des câbles téléphoniques, enfin télégraphiques à l'époque. Et donc, fallait mesurer des tas de choses. Une chose intéressante, on pourrait dire si une montagne ça pèse, on pourra savoir si une montagne sous-marine en mesurant la gravité à la surface. C'est plus facile de mesurer la gravité avec un pendule que de prendre une ficelle, de descendre 3 km de câble. Donc, pour des raisons appliquées, on fait plein d'études. Et on s'aperçoit d'une chose très étonnante, quand même, c'est qu'approximativement, la gravité est constante à la surface du globe si on oublie les effets de latitude. On sait depuis Richer, Louis XIV, que plus on va vers le nord, plus la gravité est forte, plus on va vers l'équateur, plus la gravité est faible. Mais sur un même parallèle, donc à latitude constante, la gravité est à peu près la même partout. Que vous soyez au milieu de la mer avec 5 km d'eau sous vos pieds, ou que vous soyez dans une plaine où il n'y a pas 5 km d'eau sous vos pieds. Donc ce qui compte, c'est que si on se met sur un même parallèle, c'est-à-dire on s'affranchit des effets de latitude, la gravité est à peu près constante à la surface du globe. Et là encore, quand on va dans les universités ou en classe prépa, qu'on vous fait la gravimétrie, la majorité des enseignants n'insistent pas sur ce résultat qui est majeur, la gravité est constante, ils insistent sur le tout petite différence qu'on trouve, qui est importante, mais c'est du deuxième ordre d'importance. Le modèle, la chose importante, c'est que la gravité est constante à la surface du globe. Imaginez, alors maintenant, les gravités, ça se mesure par avion, par satellite. Imaginez que vous mesuriez la gravité d'un avion, vous volez à l'altitude constante, donc vous êtes à la même distance du centre de la Terre, vous suivez par exemple un parallèle, vous allez de Briançon à Valence, à Florac, à Bordeaux, vous suivez le même parallèle, mais de temps en temps vous êtes dans les Alpes, là vous passez un bras de mer ou je sais pas quoi. On peut faire ça par satellite aussi. Comment varie la gravité mesurée à une altitude constante au-dessus de la surface de la Terre, qui présente des montagnes, des océans? Eh bien, la gravité est quasi constante. C'est le message à faire passer. Et c'est très étonnant, parce que l'eau, ça pèse quand même moins lourd que les montagnes. Donc l'eau devrait attirer moins que la montagne, donc la gravité devrait être plus forte sur la montagne que sur l'eau. Or, c'est pas vrai, c'est à peu près constant. À 1/10 millième près. Alors, bien sûr, au 19e siècle, on ne mesurait pas la gravité ni par avion, ni par satellite. Alors, comment on faisait? Alors, une parenthèse, je reviens là. Mesurer la gravité par avion, c'est facile. Il y a un appareil qu'on appelle un gravimètre. Pour simplifier, c'est un pendule où on mesure la fréquence des battements. C'est pour simplifier. Hein. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui me disent on met un gravimètre dans un satellite. Vous savez que dans un satellite, la gravité est nulle. Donc, si vous mettez un gravimètre dans un satellite, il ne mesure rien. Pour mesurer la gravité par un satellite, c'est pas mesurer G dans le satellite qu'on fait, c'est qu'on mesure la trajectoire du satellite. Et la trajectoire varie. Si la gravité est plus forte, ça fait dévier la trajectoire. Et si la gravité est moins forte, ça fait dévier la trajectoire dans l'autre sens. Ça, c'est ce qu'on fait maintenant. Alors, il est évident qu'au 19e siècle, on mesurait ni par avion, ni par satellite. Par contre, quand on est au niveau de la mer, c'est facile. Hein, non, on mesure à altitude constante dans un bateau. S'il y a une montagne au niveau de la mer, pas de problème. Donc, comment on faisait pour mesurer la gravité et comparer, par exemple, la gravité au sommet de la montagne et la gravité dans la plaine, qui avait une altitude différente? Alors, on aurait pu faire un tunnel, évidemment, mais on ne l'a pas fait. Ce qu'on faisait, c'est des corrections. On mesurait au sol, que ce soit dans la plaine ou que ce soit au sommet de la montagne. On était à une certaine latitude, mais évidemment, en plus de la latitude, il y avait l'altitude.
Et plus on monte, on savait que quand on montait, on s'éloignait du centre de la Terre, donc on était plus loin du centre de la Terre, donc on faisait une correction. Là, je suis dans la plaine, là, je suis à 2000 mètres d'altitude, je suis 2 km plus loin du centre de la Terre. Je fais des petites corrections pour, grosso modo, comparer ce que j'aurais mesuré s'il n'y avait pas de montagne. Et le résultat était le même, on s'aperçoit que la gravité est quasi constante. Maintenant, on le fait d'avion, et à l'époque, on le faisait du sol, mais en faisant des corrections. Alors ça, c'est un problème majeur. Comment expliquer ce résultat surprenant? Parce que la gravité devrait être forte au niveau des bosses, enfin au-dessus des bosses, et devrait être faible au-dessus des creux. Imaginez une table en bois, que je pose sur cette table une masse. Ici, j'en pose 2. Ici, je fais un trou. Donc ici, j'ai un excès de masse par rapport à la normale. Là, j'ai un gros excès de masse. Et là, j'ai un déficit de masse, parce que j'ai moins de bois. Donc si je mesure la gravité à altitude constante en passant au-dessus de ma table, ici, je devrais avoir un excès de gravité. J'ai plus de masse sous mes pieds, ça m'attire. Depuis Newton, on sait que les masses s'attirent. Là, je devrais avoir un excès de gravité 2 fois plus fort. Et puis là, je devrais avoir une gravité plus faible. Or, rappelez-vous, c'est pas ça qu'on trouve. La gravité est quasi constante. Qu'on soit au-dessus d'une bosse ou au-dessus d'un creux. Quand on passe au-dessus de la table, on devrait avoir ça. C'est pas ce qu'on a. Comment faire pour, malgré qu'il y ait des bosses, où il y a une table, où il y a des bosses, où il y a des creux, et votre gravité est quasi constante? Ben, la première façon de faire ça, c'est par exemple, dans votre table, là, vous faites une espèce de trou, et vous mettez un morceau de bois, un morceau de quelque chose, qui sera 2 fois plus épais que le trou que vous avez fait, vous remplissez le trou, mais ça dépasse beaucoup, mais qui sera moins dense. Densité ρ sur 2. Là, vous faites densité ρ sur 4. Là, vous faites un grand trou, mais dans la moitié du trou, vous le mettez d'une densité de ρ. Si vous regardez la quantité de matière que vous avez sur la table ordinaire, que vous avez là, que vous avez là, ou que vous avez là, la quantité de matière est la même partout. Là, vous avez une bosse, et comme le matériel est plus léger, ça compte moins. Là, vous avez une grosse bosse, mais le matériel est beaucoup plus léger, donc ça compte encore moins. Là, vous avez un trou, mais au fond du trou, il y a du matériel très lourd. Donc, première façon de faire en sorte que la gravité soit constante, c'est que les densités varient. Sur les bosses, c'est léger, dans les trous, c'est lourd. Et la deuxième façon, c'est sur votre table, vous mettez un aquarium, un bassin, et sur ce bassin, vous, ce que vous connaissez, c'est la surface. Vous avez des choses qui flottent. Alors, par exemple, la densité est ρ, là, c'est la densité ρ sur 2, donc il y en a la moitié qui dépasse et la moitié qui est enfoncée. Vous mettez une petite planche, une moyenne planche, une grosse planche, une planche très très épaisse. Ça dépassera toujours la moitié qui dépassera la moitié qui sera enfoncée. Mais là, il y a un excès de masse qui dépasse, ça pèse en plus. Mais dessous, il y a moins d'eau et plus de matière légère. Et la masse est toujours la même, que vous soyez là, ou là, ou là, ou là, ou là. C'est toujours la même quantité de matière. Et si vous mesurez la gravité en passant, vous avez toujours la même gravité. Donc, 2 solutions pour expliquer qu'une montagne, ou qu'un creux, ne change pas la pesanteur. Et c'est là qu'interviennent les 6e et 7e personnages, Airy et Pratt, qui ont appliqué à la Terre les 2 solutions qui précèdent. Alors Pratt, je le mets en premier, mais il a fait le modèle en deuxième, il a dit, eh bien, il y a un milieu de densité ρ0, c'est le plus fort, et par-dessus, vous avez des choses, par exemple, si vous avez du bois, du liège, du polystyrène expansé, c'est de moins en moins dense. Tout ce machin-là, ça flotte, plus ou moins, sur un liquide ρ0. Et ici, la surface de compensation, c'est ce qu'on appelle, c'est appelé la surface de compensation, c'est une surface horizontale, la pression est la même partout. Ici, c'est pas épais au-dessus, mais comme c'est très lourd, ben, la pression ici est la même, parce qu'il y en a plus, mais c'est moins lourd. Encore plus épais, mais c'est encore moins lourd. Encore plus épais, mais c'est encore moins lourd. Donc, la pression est la même partout. Je ne viole pas ni Blaise Pascal, ni Archimède, ni personne. Et j'explique mes différences d'altitude avec mes différences de densité. Ça revient à peu près à ça. Deuxième solution. Alors là, je peux m'amuser. Je suis plus Pratt et Airy, je suis en 2011. Je sais que la croûte continentale a une densité de 2,7. Je sais que la croûte océanique est en basalte et a une densité de 2,9. Je sais que ma croûte continentale a une épaisseur moyenne de 35 km. Je vais dire quelle doit être l'épaisseur de la croûte océanique pour que j'ai ce dispositif-là. Par exemple, si j'ai une surface de compensation à la base, qu'est-ce que j'aurai comme différence de hauteur entre là et là? Vous faites un calcul, vous écrivez que la pression ici, 35 fois 2,7,
est égal à 35 moins x fois 2,9, et vous trouvez que x, c'est 2,45 km. C'est-à-dire que si vous avez une croûte océanique, en gros ça ferait combien ça? 35 moins 2,5, ça ferait donc 32,5. Vous avez une croûte océanique de 32 km et demi, vous avez une croûte continentale de 35 km, eh bien si ça flotte sur un manteau et que le mot est partout la même épaisse profondeur, il y aura 2,45 km d'écart. D'abord, c'est un modèle qui n'est pas vrai. Vous savez que la croûte océanique ne fait pas toute cette épaisseur-là. Alors, il y a Eric qui a dit autre chose. À l'époque, en dessous, on appelait ça le CIMA. On connaissait, la notion de croûte océanique n'était pas connue. C'était des roches denses en profondeur, riches en silicium et en magnésium, et on mélangeait allègrement, et c'est pas si faux que ça, basalte et péridotite. C'était des roches riches en silicium, magnésium. Eric a dit pas du tout. Si sur du CIMA de densité ρ0 forte, j'ai des croûtes de Cial de densité ρ1, partout la même, mais d'épaisseur variable, alors la pression sera la même sur une surface de compensation. Ici, ça sera pas haut. Là, ça sera un peu plus haut. Et plus je mets épais de croûte, plus c'est haut. Et là, la surface est la même partout. Chaque colonne a la même masse. Comme ici, chaque colonne avait la même masse. S'il n'avait pas la même masse, eh ben ça s'enfoncerait, ça remonterait en vertu d'Archimède et ou de Pascal. Donc là, chaque colonne a la même masse, la queue de la croûte, la queue du manteau, là, un peu de chaque. La différence de topographie ne s'accompagne pas de différence de masse, donc la gravité à la surface, en haut, est quasi constante. Pas si je mesure en surface, il y a l'effet d'altitude, mais si je mesure en avion à altitude constante, la gravité est quasi constante. Alors, application numérique, imaginez que vous ayez du manteau, une croûte d'épaisseur normale, 35 km, une croûte d'épaisseur double, par exemple, j'ai une collision qui a fait chevaucher deux croûtes l'une sur l'autre, au lieu de faire 35 km, ça en fait 70, j'ai qu'à écrire que ici la pression est la même partout, je peux calculer de combien est-ce que ici la croûte dépasse, alors j'écris que 35 fois 2,7, 2,7 c'est la densité du granit, c'est égal à 35 moins x fois 3,3, donc h fois 2,7, égale h moins x fois 3,3, et vous en déduisez que x égale 0,18h. Alors 0,18, je simplifie en 0,2, c'est-à-dire un cinquième. Quand vous avez une croûte posée sur du manteau, en simplifiant, il y en a un cinquième, 20% qui dépasse, et 4 cinquièmes, 80% en dessous. Un iceberg, c'est 10%, 90%. La croûte continentale, c'est 20%, 80%. Quelle que soit l'épaisseur. Si j'ai une épaisseur double, j'aurai 20% du double. C'est-à-dire, ça sera plus haut. Si la 20% de 35, ça fait combien 20% de 35? Ça fait 7. Donc, là, j'aurai 7 km de différence d'altitude entre du manteau à nu et une croûte. Et si j'ai une croûte double, ça fera 14 km. Je commence à voir pourquoi les montagnes sont hautes. Maintenant, vous savez, vous, que les montagnes, c'est qu'on a fait une collision, qu'on a épaissi la croûte. Ben, quand on épaissit la croûte, c'est normal que ça soit haut. Alors, combinaison Pratt-Héry, les deux sont légitimes, et dans la nature, les deux sont vrais. On sait maintenant qu'il y a la croûte continentale de densité 2,7, et on sait maintenant qu'il y a la croûte océanique de densité 2,9, et on sait que tout ça, c'est sur le manteau de densité 3,3. Parce qu'évidemment, on ne savait pas à l'époque de Bouguer ou d'Héry. Alors quand on fait les calculs, on écrit que, par exemple que la pression est la même partout. Si je prends croûte océanique normale, croûte continentale normale, j'écris que 2,7 fois 35, c'est égal à x, c'est la profondeur de l'océan, fois 1, c'est l'eau. 7 km, l'épaisseur de la croûte océanique standard, fois 2,9. Et puis j'écris toutes mes équations. Alors, avec l'informatique, on n'arrive pas bien, la pagination est complètement bizarre. Mais vous trouverez qu'un continent standard doit dominer les plaines abyssales d'à peu près 5,5 km. C'est à peu près la réalité. Le continent de base, standard, X, ça fait 5,5, tout simplement parce qu'il y a des densités de 7, de 9, des épaisseurs, 35, 7. Tout ça sur le manteau. Alors, ça fait une plaine abyssale qui est à 5,5 km de profondeur. C'est pas réglé par un coup de baguette magique divine, c'est réglé par Blaise Pascal et ou Archimède. C'est évident que si vous faites une croûte double, eh ben vous allez dominer encore plus, et ça vous fera l'Himalaya domine les plaines abyssales de 12 et quelques kilomètres. Alors,
le fait que la gravité soit quasi constante, qu'est-ce que ça indique? Ça indique que la Terre est à grande échelle en équilibre hydrostatique. Sinon, si ce n'était pas en équilibre hydrostatique, la gravité ne serait pas constante. Les masses continentales et océaniques flottent, avec des guillemets, sur un manteau déformable. Comme on disait Wegener, il disait suffisamment visqueux. Là, j'ai mis déformable. Alors, et cette déformabilité est prouvée par les mouvements verticaux quand vous avez une surcharge ou une décharge. Vous avez des glaçons, quand un ours blanc arrive sur un glaçon, qu'est-ce que fait le glaçon? Il s'enfonce un peu. Si je prends du bois qui flotte sur de l'eau, si je mets au-dessus un poids, eh ben le bois s'enfonce. Puis si je relâche le poids, le bois remonte. Donc, quand on surcharge un radeau, il s'enfonce, quand on décharge le radeau, il remonte. Alors, si on prend de l'eau, les mouvements sont instantanés. Vous déchargez une péniche, elle remonte tout de suite. Si je veux prendre de l'eau, je prends du miel très visqueux. Je mets du bois qui flotte sur du miel, il n'y a pas de problème, du bois, ça flotte sur du miel. Je mets un poids sur du bois, ça va mettre longtemps à s'enfoncer. Mais il y aura un équilibre. Et puis si j'enlève le poids, ça va mettre longtemps à remonter. Mais ça remontera. Et si je mesure le retard à la remontée ou à la descente, et si je suis fort en mécanique des fluides, eh bien, je pourrais mesurer la viscosité du fluide. Et c'est ça qui a été fait sur Terre, parce qu'il se trouve qu'on a un mécanisme géologique qui décharge brusquement. Il charge progressivement, mais il décharge brusquement. Là, vous avez la Scandinavie, l'océan Atlantique, les montagnes scandinaves et les plaines, on va dire, de Sibérie, de Finlande. Il y a moins 100 000 ans, cette montagne scandinave s'est progressivement chargée de glaciers. Et il y a 20 000 ans, alors ça a mis 80 000 ans à se charger de glaciers, il y en a de plus en plus, et comme ça s'est fait progressif, ça s'est enfoncé à peu près, entre guillemets, régulièrement et au fur et à mesure. Et il y a 20 000 ans, la Scandinavie était sérieusement enfoncée sous le poids de la glace. Si tout ce que je dis est vrai, ça devait être ça. Et puis, très vite, en moins de 5000 ans, c'est vite 5000 ans, la glace a fondu. Et la Scandinavie remonte, elle n'a pas tout à fait fini de remonter, elle a fait les 3/4 du chemin, mais il en reste un petit peu, et la Scandinavie remonte encore. Et ça se mesure très bien. Il y a un proverbe lapon qui dit que là où le grand-père attachait sa barque, au bord de la mer, le petit-fils plante ses choux. Parce que là, le fond du golfe de Botnie monte d'1 mètre par siècle. Effectivement, si vous montez d'1 mètre par siècle, le niveau de la mer est constant, la côte recule. Et là, vous attachez votre barque, le petit-fils, ça se voit à l'échelle d'une génération humaine, il plante ses choux. La Scandinavie remonte d'1 mètre par siècle parce que c'est pas fini. Et cette vitesse de remontée et le délai de remontée permet de calculer la viscosité du manteau. C'était ça le gros machin, le gros obstacle. Wegener dit les continents ça bouge, les sismologues disent les continents c'est solide. On peut être les deux à la fois, vous habitez dans les Alpes. Un glacier c'est solide, si vous cassez la gueule sur un glacier et que votre crâne tombe sur un sérac, vous fracassez le crâne. Parce qu'un sérac c'est dur. Il n'empêche qu'un glacier peut tourner dans sa vallée, parce que quand on le déforme très lentement, un glacier alpin ça avance à peu près de 100 à 150 mètres par an, ça se comporte comme un liquide. Si vous donnez un coup de marteau ou un coup de tête sur de la glace, ça se déforme, pas, c'est votre crâne qui se déforme. Et comme ça, on peut calculer la viscosité du manteau. Alors la viscosité du manteau, tel que je l'ai dessiné ici, dans lequel est censé s'enfoncer la croûte, c'est de 10 puissance 18 à 10 puissance 20 pascal seconde. Pascal seconde, c'est l'unité de viscosité. L'eau, un verre d'eau, c'est 10 moins 2 pascal seconde. Vous voyez que le manteau, entre guillemets, déformable, est 10 puissance 22 fois, c'est-à-dire 10 000 milliards de milliards fois plus visqueux, plus dur que de l'eau. C'est normal que les sismologues disent c'est dur. Évidemment que c'est dur. Mais avec le temps, quelques milliers d'années, ça se comporte comme un fluide. Alors, une autre façon de montrer qu'une montagne remonte, c'est que quand il y a la mer au bord d'une côte, il y a des plages. Si la terre remonte, la mer recule, mais la plage, elle reste au même endroit. Donc vous avez des plages, et les plages se forment au fur et à mesure que la mer recule ou que le continent monte, les plages migrent vers le large. Et là, c'est une vue Google Earth quelque part au Canada, vous avez la plage actuelle, et toutes les lignes que vous voyez là, c'est d'anciennes plages. Au fur et à mesure que le continent remonte, les plages restent là, et il y en a des nouvelles qui se forment. Et vous avez des anciennes plages étagées, qu'on peut dater, parce que sur ces plages, il y a des coquillages, qui contiennent du carbonate de calcium. Dans le carbonate de calcium, il y a du carbone.
Qui dit carbone dit datation au carbone 14. Donc on peut dater ces plages, on peut savoir que c'est une plage qui date de 2011, c'est la plage actuelle. Ça sera peut-être une plage, je dis n'importe quoi, qui date du XVIIe siècle. Ça sera une plage qui date d'il y a moins de 10 000 ans. Ça sera une plage qui date, par exemple, il y a moins de 15 000 ans. On mesure la hauteur de la plage, on sait que c'est à 15 000 ans, on fait une division, on trouve la vitesse de remontée. Et ça colle à peu près avec le proverbe Lapon qui parle de grand-père et de petit-fils. Donc tout ça, ça colle. La Terre est en équilibre hydrostatique. Et je lève la contradiction soulevée par Philippe ce matin. Il n'y a pas contradiction. C'est qu'en 1920 à peu près, on n'avait pas bien saisi qu'un corps pouvait se comporter comme un solide face à des sollicitations brusques, comme un fluide déformable face à des sollicitations lentes. Une expérience que vous pouvez faire même avec des élèves. Prenez un chewing-gum bien mâché. Vous le prenez et vous le tirez doucement. Il s'étire. Prenez un chewing-gum bien mâché et vous tirez très vite. Il se casse. La vitesse de déformation fait que ça passe de temps en temps d'un comportement solide, ça casse, de temps en temps d'un comportement fluide, ça s'étire. Et ça, en 1920, ils n'avaient pas bien apprécié, mais il ne faut pas leur en vouloir. C'était en 1920. Alors Wegener avait senti le problème, il comparait ça avec ce qu'on appelle le brin, ou le brin, je crois. Le brin, c'est une espèce de poids, une cire qui casse. Mais il savait que si on mettait cette cire qui casse, qu'on donne un coup de marteau, sur une table, eh bien, on revenait plusieurs mois après, elle s'était étalée. Donc on connaissait déjà des corps, même à l'époque de Wegener, qui avaient un comportement cassant dans la vie de tous les jours, mais qui pouvaient avoir un comportement ductile, mou, si ça se faisait longtemps. Et comparait l'intérieur de la Terre, sur lequel dérivaient les continents, à du brin. Là, je me suis amusé, j'ai dit une autre conséquence de cet équilibre. La Terre est en équilibre hydrostatique. Partout. Puisque presque partout sur la Terre, la pesanteur est nulle, là, elle est constante, si on mesure ça à altitude constante et à latitude constante. Que devient un trou à l'équilibre? Si vous avez un trou à l'équilibre, c'est que la croûte est plus mince. On ne peut pas faire de trou à l'équilibre avec une croûte d'épaisseur constante. Que devient un trou sur Terre? En général, quand vous avez un trou, il se remplit de sédiments. Alors on peut se demander, j'ai un trou de profondeur P, j'ai ma croûte ici, là elle est amincie, si ma croûte, je sais depuis 3-4 transparents, que quand j'ai une anomalie d'épaisseur de croûte, cette anomalie se répartit à 1/5 vers le haut et 4/5 vers le bas. Donc, si j'ai un trou d'épaisseur P, ça voudra dire que mon mot remonte de 4 fois P. Tout à l'heure, je faisais avec un épaississement, un amincissement, c'est pareil. Donc, à chaque fois que j'ai un trou de profondeur P, mon mot remonte de 4P. Et maintenant, je me demande, qu'est-ce que va devenir ce trou? Là, il est à l'équilibre, il ne bouge pas. Si je suis sur la Lune, je reste comme ça. Mais sur Terre, je ne vais pas rester comme ça, parce qu'un trou, en général, il y a de l'eau. Et quand il y a de l'eau, il y a des sédiments qui vont venir. Ça, c'est parce qu'il y a des coquillages, des choses comme ça. Donc, mon trou va se remplir de sédiments. La question, c'est si j'ai un trou d'épaisseur P, quelle épaisseur de sédiments je vais mettre? Un mauvais élève va dire, je mets P. Mais si je mets P, le fond du trou à l'équilibre va s'enfoncer. Il va s'enfoncer de 4/5 de P. Et à la fin, il me restera un trou qui fera quand même 4/5 de P. Donc je vais rajouter des sédiments, et ainsi de suite. Jusqu'où je vais le faire? Eh bien, je vais le faire jusqu'à ce que j'ai complètement bouché mon trou. Et pour boucher mon trou, à chaque fois que je mets P, ça débaisse de 4/5 de P. Donc je rajoute 4/5 de P. Mais ça va descendre de 4/5 de P. En fait, c'est une série convergente. À chaque fois, je rajoute de moins en moins. Et ça, c'est un problème qui est vieux comme les Grecs. Alors, il y a plusieurs façons de résoudre ce problème vieux comme les Grecs. Je le résous ici, je dis, je vais le remplir jusqu'à ce que j'atteigne l'équilibre. Quand je suis là, j'aurai plus de trous. Je suppose que les sédiments ont la même densité. J'aurai plus de trous, donc ça ne bougera plus. Les Grecs ne se posaient pas les problèmes de trous. C'était le problème d'Achille et de la tortue. Achille court très vite. La tortue avance très lentement. Vous avez Achille, ou un lièvre, une tortue. La tortue est par exemple à 10 mètres devant le lièvre. La tortue avance 10 fois moins vite que le lièvre. Donc le lièvre est là, tu es là. Le lièvre dit, la tortue est à 10 mètres. Je vais courir 10 mètres. Pendant ce temps-là, le problème c'est que la tortue, elle avançait. Elle avançait d'1 mètre. Le lièvre dit, que cela me tienne, j'avance d'1 mètre. Oui, mais la tortue pendant ce temps-là, elle avance de 10 cm. Le lièvre dit, j'avance de 10 cm.
mais la tortue avance d'1 centimètre. Le lièvre dit j'avance d'1 centimètre, mais la tortue avance d'1 millimètre. Quand est-ce vous démontrez qu'un lièvre ne peut jamais rattraper une tortue? Chez les Grecs, c'était Achille qui ne rattrape jamais une tortue. Alors là, c'est ce qu'on appelle une série convergente, hein, c'est des mathématiques, c'est pas au programme, mais c'était déjà un problème qui avait tarabuté et non résolu les Grecs. Et là, c'est pareil, vous remplissez un trou, au fur et à mesure que vous remplissez, il s'enfonce, mais il s'enfonce de moins en moins, et on peut calculer mathématiquement que si vous mettez 5x, là, 5 fois l'épaisseur, la profondeur du trou, vous obtenez l'équilibre. Ça veut dire que quand vous avez un trou de profondeur x, le Briançonnais, tiens, vous avez fait des trous au Briançonnais, au Trias. Faites un trou de 300 mètres, au hasard. Ben vous allez le remplir de combien de sédiments? 1500 mètres. Parce que le trou de 300 mètres, vous allez pouvoir mettre 5 fois plus, 1500 mètres de sédiments. Ça, on commence à voir à quoi ça peut servir dans les Alpes. Parce que justement, il y a à peu près 1500 mètres de sédiments au Trias, au Briançonnais. Donc, c'est ce que j'ai mis là. Le fond initial du trou était à P km de profondeur. Le mot était plus haut que 4P. Le trou se remplit. À chaque fois qu'il se dépose X km de sédiments, la base du trou s'enfonce de 4/5 de X, etc. Donc, à chaque fois qu'une cause crustale quelconque, un amincissement par exemple, engendre une dépression topographique, la sédimentation multiplie par 5 la profondeur, la profondeur du fond du trou. Ça ne sera plus un trou puisque ça sera plein de sédiments. Ce n'est pas les sédiments qui enfoncent le trou. La plupart des mauvais élèves disent ça s'enfonce, en géologie on parle de subsidence, à cause du poids des sédiments. Mais je dis mais c'est ridicule, on ne fait pas couler une péniche en la surchargeant de polystyrène expansé. Puisque en gros les sédiments sont moins lourds que le manteau, c'est en mettant des sédiments. Mais le fait de mettre des sédiments, il faut que le trou existe, et si le trou existe, ça exagère l'épaisseur du trou. La sédimentation ne cause pas l'enfoncement ou la subsidence, elle exagère un trou qu'il faut par ailleurs fabriquer. Ce n'est pas la sédimentation qui fabrique le trou, c'est la sédimentation qui l'exagère. Et quand on est dans les Alpes et qu'on voit toutes ces épaisseurs de sédiments, eh bien on sait que si j'ai 1000 mètres de sédiments, il faut que j'explique un trou initial, il faut que je fabrique un trou de 200 mètres. Ensuite, la sédimentation, elle multiplie bêtement par 5, comme elle sait bien faire. Alors, une complication qui fait revenir Pierre Bouguer. Au 19e siècle, on mesure la gravité au niveau des plaines. C'est constant. On monte sur la montagne en mesurant la gravité. La gravité diminue. On appelle ça une anomalie. La gravité est plus faible. C'est parfaitement normal. Pour expliquer cette anomalie, on pensait à l'effet de l'altitude. La gravité Gm sur D2, la distance entre de la Terre. Par le calcul, on corrige et on ramène comme si, là on est en altitude, mais on se ramène comme si on mesurait au niveau de la mer, avec des petites formules mathématiques de base. Ça revient un peu à prendre la montagne, là, et à complètement l'aplatir. Alors elle est toujours là, la montagne, elle pèse, sa masse, elle existe toujours, mais il n'y a pas d'effet d'altitude parce qu'on l'a complètement aplatie. Donc c'est devenu une montagne tout à fait comprimée, c'est pour ça qu'elle est dessinée en marron ici. Donc on fait une correction, qu'on appelle la correction d'altitude, ou correction à l'air libre. C'est vraiment intuitif, on est plus loin du centre de la Terre, on corrige. On parle de correction d'altitude. Mais une fois qu'on a fait ça, on se dit, il n'y a pas que la distance au centre de la Terre qui peut jouer. Il y a aussi la masse de la montagne. Si je veux comparer la gravité ici et la gravité là, je me ramène à la bonne altitude, mais là j'ai une espèce de feuille, ma montagne comprimée, qui est vachement lourde. Alors, je peux, par le calcul, si je veux comparer la gravité ici et la gravité ça, enlever la masse de la montagne que j'ai raplatie. Donc je fais des petits calculs, on appelle ça la correction de plateau, et puis je peux corriger des masses à côté. Il n'y a pas que la masse de la montagne, il y a les masses à côté, on appelle ça la correction topographique. C'est comme si on enlevait, par le calcul, la masse de la montagne et les reliefs environnants. Donc en 1850, quand les gens faisaient de la gravimétrie, ils mesuraient au sol, ils trouvaient des anomalies, ils se sont dit, s'il y a des anomalies, il y a deux raisons, l'altitude, correction d'altitude, correction à l'air libre, et la masse de la montagne et des relais voisins, correction topographique. Alors, quand on fait que la première correction, la gravité corrigée est quasiment égale à la gravité corrigée. C'est-à-dire que la gravité dans la plaine et la gravité dans la montagne corrigée, c'est quasiment pareil. C'est ce qu'on fait maintenant à altitude constante. C'est pour ça que j'ai pu dire à la diapo 20 que la gravité est quasi constante à la surface de la Terre. Il reste une toute petite différence quand même, qu'on appelle l'anomalie à l'air libre. L'anomalie qui est très très faible. En toute rigueur, elle existe. Si vous mesurez la gravité au sol, quand vous montez sur la montagne, elle est plus faible, normal, vous êtes plus loin du centre de la Terre. Vous faites vos corrections à l'air libre,
d'altitude, et vous avez une gravité quasiment constante. J'ai quand même dessiné une toute petite anomalie. Elle doit être plus faible que ça, mais avec PowerPoint, on ne peut pas faire des choses trop petites. Donc, il y a quand même une toute petite anomalie, c'est l'écart entre la ligne pointillée et ma petite bosse. On appelle ça l'anomalie Rayleigh. Très faible. On fait la deuxième correction, qui est éminemment logique. On se met à l'altitude, mais on enlève la masse de la montagne. Et alors, eh bien, l'anomalie qu'on trouve est beaucoup plus forte. Il y a une différence. La gravité calculée redevient très différente de la gravité théorique, la gravité de la plaine, alors qu'elle ne devrait pas. Et cette différence, on l'appelle l'anomalie de Bouguer, en l'honneur de M. Bouguer. Avec des dessins, on fait que la correction d'altitude, la gravité est quasiment constante. On fait la correction, c'est-à-dire qu'on enlève la masse de la montagne, et on retrouve quelque chose de bien différent entre la montagne et la plaine. Si je remonte mes dessins, la gravité mesurée, en montant sur la montagne, on fait la première correction, c'est presque parfait. On enlève la masse de la montagne, qui est toujours là, ça devient complètement faux. C'est ce qu'avait vu Bouguer. Le ça devient complètement faux, Bouguer avait dit, les Andes n'attirent pas le pendule. C'est deux expressions identiques de la même chose. Pourquoi les corrections de plateau topographiques, corrections logiques, aggravent-elles la différence entre la gravité mesurée et la gravité calculée? C'est parce que la Terre est en équilibre hydrostatique. Et sur un iceberg, vous n'avez pas le droit d'enlever la masse de l'iceberg. Parce que la nature, il y avait déjà un déficit de masse en dessous. Donc la nature avait déjà fait la correction, si je puis dire. Donc, quand vous la faisiez deux fois. C'est pour ça que ça aggravait les choses. Un excès de masse, une bosse en montagne, c'est un excès de masse en surface, correspond à un épaississement crustal, et un épaississement crustal, c'est un excès de corps peu dense, donc un déficit de masse profond. À une dépression, qui est un déficit de masse superficielle, ça correspond à un amincissement crustal, c'est-à-dire un déficit de corps peu dense, donc un excès de masse profond. C'est pour ça que l'anomalie de Bouguer est importante, c'est parce que la Terre est en équilibre hydrostatique. Et c'est pour ça que les Andes n'attirent quasiment pas le pendule, parce que les Andes, c'est une bosse, mais dessous, il y a une grosse racine légère, beaucoup plus de masse légère sous les Andes qu'à côté, et la masse légère attirant beaucoup moins que le manteau, ça ne dévie quasiment pas le fil à plomb. Alors, l'anomalie de Bouguer qu'on mesure, il y a des cartes d'anomalie de Bouguer, indique un excès, dans le cas de l'anomalie est positive, ou un déficit, dans le cas de l'anomalie négative, de masse en profondeur. Si vous avez une anomalie de Bouguer positive, c'est que vous avez un excès de masse en profondeur. Et si vous avez une anomalie négative, c'est que vous avez un déficit de masse en profondeur. Par exemple, un déficit de masse en profondeur, qu'est-ce que c'est? C'est une croûte plus épaisse, puisqu'une croûte, c'est moins dense. Et si vous regardez la carte de la France, là, c'est les anomalies de Bouguer mesurées. Vous voyez que où est-ce que la gravité... Enfin, les anomalies de Bouguer sont faibles. C'est sous les grosses montagnes, les Pyrénées et les Alpes dans le cas de la France. Où est-ce que l'anomalie est très négative? C'est associé aux montagnes. Et cette anomalie, simplement, traduit l'épaisseur de la croûte. Et si vous mesurez l'anomalie de Bouguer, vous avez quasiment directement l'épaisseur de la croûte. Et c'est beaucoup plus facile que de faire de la sismique. Faire de la sismique, il faut des explosifs, des tremblements de terre, des camions vibreurs. Là, vous prenez un gravimètre, vous posez, vous mesurez. C'est facile. Et vous voyez très bien que c'est les montagnes qui ont des anomalies négatives. Parce que sous les montagnes, la croûte est épaisse. Et c'est parce que la croûte est épaisse qu'il y a des montagnes, d'ailleurs. Il y a un processus qui épaissit la croûte. 1/5 de l'épaississement en haut, 4/5 en bas. Donc, on a vu un certain nombre de personnages clés. Ça commençait Archimède. On avait fini par Prateri. Voici le dernier personnage clé, Félix Weinig-Meinitz, qui peaufine et complique un peu ce qui précède. Tout à l'heure, j'ai dit, imaginez qu'on fasse une surcharge. Là, j'ai une croûte, un manteau, je parachute un morceau de croûte qui va doubler l'épaisseur de la croûte. Si je double l'épaisseur de la croûte, rappelez-vous, il y en a 1/5 qui dépasse, 4/5 qui s'enfonce. Donc, j'aurai une croûte qui fera le double d'épaisseur, 70 km si ça s'en fait 35, et j'aurai 1/5 de 35, 5000 mètres, puis 4/5 de 35, c'est-à-dire 28 km. Mon mot sera défléchi vers le bas de 28 km, et ma topo fera une montagne de 5 km, la surface de compensation étant là. Ça, c'est une bonne simplification. Mais en vérité, c'est pas ce que je viens de dessiner ici qui se passe. Il n'y a pas, ça s'enfonce pas comme ça, là, comme s'il y avait une faille ici parfaitement lubrifiée. En fait, ça défléchit comme ça. C'est comme quand vous vous asseyez sur le lit, et ben, le niveau du lit, et puis de part et d'autre de vos fesses, ça descend comme ça, avant que ça soit profond sous vos fesses. Donc ça fait ça. Propose que la surface de la Terre a une certaine élasticité,
Et l'enfoncement, conséquence de la surcharge, se traduit par une flexure autour de la surcharge. C'est-à-dire que la surcharge, ça s'enfonce moins que prévu, mais sur une surface plus grande. Ça revient au même. Hein. Alors, maintenant, en 2011, on associe souvent la couche soumise à la flexion, non pas à la simple bête croûte, mais à la lithosphère élastique, qui peut s'enfoncer dans la sténosphère plastique et ductile. Donc si j'enfonce ma croûte comme ça, en mettant des glaciers, c'est toute la lithosphère qui va se fléchir, et non pas simplement la croûte. Et c'est la première fois que je parle de lithosphère versus asténosphère, alors qu'avant je ne faisais que parler de croûte ou de manteau, sans même des fois prononcer les mots. Et ça va introduire une complication tout à fait supplémentaire, parce que tout à l'heure, j'avais dit croûte 2,7 quand c'est continental, 2,9 quand c'est océanique, manteau 3,3. 3,3, pour simplifier, c'est le manteau froid, c'est la lithosphère, dont la température moyenne est d'à peu près 700 degrés. C'est la moyenne entre la surface, 0, et la profondeur, 1300. Et la sténosphère, qui est à une température de plus que 1300, a une densité un peu plus faible, 3,25. Le manteau lithosphérique a une densité de 3,30 en moyenne. Et le manteau asténosphérique a une densité de 3,25. Dans tous les mauvais livres, on vous dit que la densité de la Terre augmente avec la profondeur. C'est pas vrai. L'asténosphère est moins dense que le manteau lithosphérique. Et avec ces trois densités, on va pouvoir résoudre une question, plein de questions intéressantes. Par exemple, pourquoi est-ce qu'une dorsale est haute? Une dorsale, c'est une bosse. On la connaît depuis 1900, on va dire. Pourquoi est-ce que c'est haut? Quand je suis allé à l'école, enfin pas l'école, au début de la fac, j'ai cru comprendre qu'une dorsale c'était haute parce qu'il y avait le menton dessous qui remontait, qui poussait avec ses petits bras musclés. Et comme il poussait, ça faisait une bosse. Bon, c'est idiot, d'abord parce que le manteau ne pousse pas. Pourquoi il y a une bosse? C'est parce que le manteau il remonte passivement, c'est parce que ça tire, mais il remonte. Donc ici, le manteau chaud arrive à l'affleurement. Enfin, l'affleurement juste sous le mot. Alors que quand on s'éloigne, comme ça dérive, le manteau il perd sa chaleur, et la croûte a toujours une épaisseur constante, mais le manteau lithosphérique a une épaisseur qui augmente au fur et à mesure qu'on s'éloigne, tout simplement parce que le manteau perd de la chaleur, et la limite 1300 degrés, qui était quasiment à la surface, devient de plus en plus profonde. Alors, pour savoir pourquoi une dorsale est haute, c'est très facile. Là, j'ai mis l'eau, densité 1, le basalte, densité 2,9, la lithosphère, enfin, le manteau lithosphérique, densité 3,3, le manteau asténosphérique, densité 3,25. La lithosphère est réduite à la croûte sous la dorsale. Pour savoir la profondeur de l'eau ici par rapport à la profondeur de l'eau là, écrire que la pression sur ma surface de compensation ici est égale en A et en B. La pression en A, c'est la pression due à P km d'eau, 7 km de basalte, et puis ça. Ici, la pression, c'est P km d'eau, X km d'eau encore. X, c'est la différence entre la plaine abyssale et la dorsale. Ça et ça. J'écris mon équilibre des pressions. Et si je fais mes calculs, je vais trouver, donc là j'ai écrit l'équation complète, je fais mes simplifications. Et si je compare une plaine abyssale, je suppose que la lithosphère fait 100 km d'épaisseur. C'est-à-dire que j'ai 93 km de manteau lithosphérique et 7 km de croûte. Alors, la plaine abyssale va être dominée par la dorsale de 2,07 km. Tout simplement parce qu'ici, j'ai du matériel qui est moins dense que là. Donc, ça fait une bosse. Ou là, ça fait un creux. Vous choisissez, c'est relatif. Comme ici, c'est plus dense, ça fait un creux par rapport ici où c'est moins dense. Une dorsale domine la plaine abyssale, tout simplement parce que ce qu'il y a dessous, c'est plus chaud. Alors, je reviens à l'anomalie de Bouguer, la carte des anomalies de Bouguer sur la France. Là où c'est négatif, c'est essentiellement les montagnes, les Pyrénées et les Alpes. Le problème, c'est également le Massif central. On dit, le Massif central, c'est une petite montagne. Alors, outre que je serais vexé, parce qu'en tant qu'Auvergnat, je ne veux pas qu'on m'appelle petit, le problème, c'est que la sismique nous dit que sous le Massif central, la croûte est quasi normale. Elle est même un tout petit peu plus mince que la normale. Imaginons qu'elle soit la même épaisseur que partout. La croûte est la même épaisseur que partout, nous dit la sismique, mais il y a une anomalie négative, c'est-à-dire qu'il y a un déficit de masse sous le Massif central. Et ce déficit de masse n'est pas dû à une croûte plus épaisse, puisque la sismique nous dit que c'est pas vrai. Rappelez-vous, alors je n'ai pas bien insisté, c'est là,
Une plaine abyssale, donc, de 100 km, domine les dorsales de 2,7 km. La différence, vu la différence de densité entre la croûte, le manteau lithosphérique 330 et le manteau asténosphérique 325, la différence, si vous changez l'épaisseur relative manteau lithosphérique asténosphère, ça va répartir les hauteurs. Alors quand c'était croûte manteau, ça faisait 1/5 en haut, 4/5 en bas. Là, ça va faire 1/45 en haut et 44/45 en bas. Parce que entre 3,25 et 3,30, la différence est faible. Et ça, c'est s'il y a de l'eau. S'il n'y a pas d'eau et s'il n'y a pas de sédiments, tout amincissement de manteau lithosphérique de Z km fera remonter la surface de Z sur 75, et inversement, pour un épaississement, là, il manque des choses. C'est-à-dire que si j'amincis la lithosphère, le manteau lithosphérique de 1 km, ça me fait remonter la surface de 15 mètres. Si je chauffe du manteau lithosphérique pour le transformer en manteau asténosphérique, ça fera remonter la surface de 15 mètres. Si je néglige l'eau, les sédiments et tout ça. Alors, dans le massif central, je domine le reste d'à peu près 1000 mètres. Je suis à peu près à l'équilibre hydrostatique, et ma croûte est d'épaisseur normale. La seule façon d'expliquer la chose, c'est de supposer que mon manteau lithosphérique est plus mince. Et comme j'ai une différence de topographie de 1000 mètres, et que je sais que la différence de topographie, c'est 1/65e de la variation d'écart, si j'ai fait remonter ça de 1000 mètres, c'est que j'ai aminci le manteau lithosphérique de 65 km. Là, j'ai par exemple 90 km de lithosphère. Si j'en enlève 65, il m'en reste plus que 35, 25 même, alors ça fera remonter. Donc la limite lithosphère-asténosphère est remontée de 65 km. Je dis que si j'ai une épaisseur de croûte constante, une anomalie de Bouguer négative, c'est le cas sous le massif central, j'ai épaisseur de croûte constante et une anomalie de Bouguer négative, la solution la plus simple, c'est de dire que mon manteau lithosphérique est plus mince sous le massif central qu'ailleurs. Et si je veux expliquer une bosse de 1000 mètres de la surface, il faut que j'amincisse mon manteau lithosphérique de 65 km. Alors la sismique confirme que la lithosphère est beaucoup plus mince sous le massif central. Si vous avez des bouffées de chaleur, c'est très imagé, des bouffées de chaleur qui arrivent de dessous, des fois on appelle ça de l'érosion thermique, vous réchauffez le manteau lithosphérique, c'est-à-dire qu'il devient asténosphère, puisque n'oubliez pas que la limite c'est 1300 degrés, 1300 degrés. Si vous réchauffez le bas, je ne vous dis pas comment, parce que je n'ai pas le temps en 2 heures ou 3 heures de dire tout ça, mais c'est pour ça que je parle de bouffée de chaleur. Si je réchauffe pour une raison X ou Y, alors c'est pour ça que, peut-être, sous le massif central, j'ai une anomalie de Bouguer négative, malgré une croûte d'épaisseur quasi constante. En fait, en plus, la croûte est plus mince. Or, une croûte plus mince, ça devrait faire descendre. Bon, malgré tout, le massif central est haut. Donc, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, mais vous voyez tout ce qu'on peut faire avec ça. Alors, j'ai mis, bien qu'en général très faible, les anomalies à l'air libre, quand on fait simplement la correction d'altitude, ne sont pas nulles. Elles sont très très faibles, mais pas nulles. Pourquoi? Alors, la première réponse, c'est pourquoi pas. Mais la deuxième réponse, c'est que quand vous faites varier les épaisseurs des croûtes, par exemple avec une surcharge, ça peut être de la glace, ça peut être une nappe de charriage, ça peut être des volcans, eh bien vous enfoncez sur une dimension plus grande que là il y a la surcharge. Si bien que globalement, tout est compensé, l'excès de masse est compensé. Mais là, ça s'est pas assez enfoncé, et puis là, ça s'est trop enfoncé. Et si vous mesurez, ça c'est la chaîne d'Hawaï, ça, c'est une carte, non pas de topographie, mais des anomalies à l'air libre. C'est facile, vous passez en bateau par-dessus. Eh bien, au niveau des volcans, ils ne sont pas assez enfoncés par rapport à ce que ça devrait, donc il reste une anomalie positive. Et à droite et à gauche du volcan, ça n'aurait pas dû s'enfoncer, puisqu'il n'y a pas de surcharge, mais ça s'est enfoncé un petit peu, et il y a une anomalie négative. Donc, c'est les Vining Magnets qui équilibrent les choses. Autre chose, on n'y pense pas, vous avez une montagne parfaitement à l'équilibre. Il n'y a pas de flexuration, ça a coulissé là. Vous mesurez votre gravité ici. Là, vous avez un excès de masse. Là, vous avez un déficit de masse. Le déficit est parfaitement égal à l'excès, si c'est à l'équilibre.
Le seul problème, c'est que si vous mesurez le déficit de masse, il est plus loin de l'altitude de l'avion que l'excès de masse, forcément. Or, la gravité, l'action de la gravité varie comme la distance, le carré de la distance. Donc l'excès de masse comptera plus que le déficit de masse. Donc vous mesurerez quand même une toute petite anomalie. Donc vous pouvez trouver des cartes d'anomalies de Bouguer, où là les anomalies sont très grandes, ou des cartes d'anomalies à l'air libre, où les anomalies sont beaucoup plus petites, mais elles existent quand même. Et surtout, elles peuvent exister quand il n'y a pas du tout d'équilibre. Ici, j'ai un trou, une fosse. Je n'ai pas un trou parce que ma croûte est mince. J'ai un trou parce que je tire par là. Donc mon trou est totalement en déséquilibre. Si j'arrêtais de tirer, ça remonterait. Mais comme je tire toujours, j'ai une très forte anomalie à l'air libre. Donc je mesure en bateau, là c'est facile de mesurer en bateau puisqu'il y a la mer. Je mesure ça en bateau, j'ai une très forte anomalie à l'air libre parce que j'ai un trou en déséquilibre, parce que ça tire et ça bouge tout le temps. Là où il y a les plus fortes anomalies à l'air libre du monde, les premières plus fortes, enfin les moyennes plus fortes, c'est les alignements de points chauds, et les plus fortes des plus fortes, c'est les fosses. Les fosses sont total déséquilibre hydrostatique parce que c'est dynamique. Là, vous n'avez plus le droit de parler de Pascal, parce que Pascal, c'était le théorème de l'équilibre des liqueurs. Quand ça bouge, c'est plus à l'équilibre.